Dans l'imaginaire collectif français, peu de figures du cinéma ont su incarner aussi durablement une forme de glamour à la fois accessible et magnétique que Mylène de Mongeau. À l'écran, elle brillait. Blonde flamboyante, regard mutin, voix douce et assurance subtile, elle traversa les décennies comme un symbole d'élégance et de liberté. Des rôles de jeune ingénue dans les années 1950 aux compositions plus nuancées dans les années 2000, elle accompagna des générations de spectateurs, devenant peu à peu une actrice culte. On l'aimait dans Fantomas, Les sorcières de Salem, Camping, et même dans ses prises de parole médiatiques plus tardives, toujours empreintes d'intelligence et d'ironie. Mais cette image publique, façonnée par la lumière des plateaux et les flashs des photographes, dissimulait une réalité bien plus complexe. Mylène de Mongeau ne se résumait pas à un sourire parfait ou à une silhouette iconique. Derrière les rôles légers et les interviews souriantes se cachait une femme confrontée très tôt à la violence du monde, à l'abandon, au non-dit, à la douleur. Une femme que la vie n'a pas ménagée et qui, malgré les épreuves, a toujours refusé de sombrer dans l'apitoiement ou la victimisation. Elle préférait, comme elle le confiera dans ses mémoires, avancer, la tête haute, même quand le cœur saigne. Durant des décennies, elle a tenu à préserver cette frontière entre l'actrice et la femme. Le public ne connaissait que la star. Ses blessures, elle les gardait pour elle. Il faudra attendre qu'elle approche les 80 ans pour que des fragments de son intimité soient se révéler au fil de confidences rares, pudiques mais bouleversantes. Car la douleur la plus intime de Mylène ne se voyait pas. Elle ne s'étalait pas dans les magazines, ne faisait pas la une des talk-shows, elle était enfouie, profonde, ancienne, une blessure secrète, presque sacrée. Aujourd'hui, alors que son histoire continue d'émouvoir bien au-delà du monde du cinéma, il est essentiel de raconter cette autre Mylène, celle qui a su rire à l'écran tout en pleurant en silence, celle qui a aimé, perdu, résisté, celle qui, au-delà des projecteurs, a livré une bataille invisible mais essentielle, celle de se reconstruire, de se réconcilier avec elle-même et enfin de parler. Car parfois, le plus grand courage, c'est de dire la vérité que l'on a toujours tue. Pour comprendre la profondeur de la douleur que Mylène de Mongeau portait en elle, il faut remonter à ses toutes premières années, celles où l'innocence devrait régner sans partage. Née le 29 septembre 1935 à Nice, elle voit le jour dans un monde déjà fracturé. La guerre approche, les tensions s'intensifient, et sa famille, issue de plusieurs exils, porte déjà en elle les stigmates de l'histoire. Sa mère, Claudia Trebissi, était une immigrée ukrainienne d'origine juive, réfugiée en France pour fuir les pogroms et la révolution russe. Son père, Alfred de Mongeau, un homme à la personnalité trouble et fuyante, n'était que peu présent dans sa vie. Dès ses premières années, Mylène grandit dans une atmosphère chargée de peur et d'instabilité. La France vit sous l'ombre du nazisme et de l'occupation. L'enfant, trop jeune pour saisir les enjeux politiques, ressent néanmoins dans sa chair l'angoisse de l'instant. Les déménagements précipités, les disputes parentales, les absences inexpliquées. Elle évoquera plus tard cette époque comme une enfance errante, faite de ruptures brutales, de silences pesants et de l'absence criante d'un cadre rassurant. Sa mère, bien que d'une force admirable, était elle-même fragilisée par son propre passé. Fuyant les violences d'Europe de l'Est, elle avait cru trouver en France une terre d'apaisement, mais la guerre lui rappela que l'histoire est souvent un cercle vicieux. Elle éleva Mylène dans une certaine rigueur, teintée de douleur tue. L'enfant, hypersensible, absorba ces tensions sans toujours les comprendre. Elle développa très tôt une intuition fine, une capacité à percevoir les choses derrière les mots. Ce don, utile pour son métier d'actrice, naquit en fait d'un besoin de survie émotionnelle. Si elle évoqua peu cette période durant sa carrière, c'est parce que les blessures étaient encore vives. L'absence d'un père aimant, le poids d'un exil invisible, la peur quotidienne de perdre ce qu'on a à peine, tout cela forgea chez Mylène une carapace qu'elle porta longtemps. Elle apprit à sourire tôt, à séduire par le charme et l'intelligence, à faire bonne figure. Mais dans ces silences, se dissimulait d'une souffrance d'enfant jamais apaisée. Plus tard, lorsque des journalistes lui demanderont d'où vient sa capacité à incarner des femmes fortes mais vulnérables, elle répondra avec un demi-sourire « Peut-être parce que je sais ce que c'est que d'être brisée dès le début et d'apprendre à recoller les morceaux sans faire de bruit ». Lorsqu'on évoque Mylène de Mongeau, l'image qui surgit souvent est celle d'une étoile lumineuse propulsée sur les écrans dès sa jeunesse. Pourtant, peu savent que cette carrière d'actrice, aussi éclatante fût-elle, n'a jamais été véritablement planifiée. C'est presque par accident que Mylène entre dans le monde du spectacle. Elle rêve d'abord de musique, de lettres, d'écriture peut-être. Mais c'est la photographie, puis le mannequinat qui l'attire d'abord, non par ambition, mais comme échappatoire à une adolescence solitaire marquée par le manque affectif. Elle est belle, et sa beauté ne passe pas inaperçue. Très vite, elle attire les regards de photographes et de cinéastes.
À 20 ans, elle tourne déjà dans Les Sorcières de Salem aux côtés d'Yves Montand et Simone Signoret. La critique salue sa prestation, son aisance naturelle, sa présence charismatique. C'est le début d'une ascension fulgurante. Dans les années qui suivent, elle devient l'une des actrices les plus sollicitées du cinéma français. Elle enchaîne les rôles avec Jean Marais, Louis de Funès, Alain Delon. Le public l'adore. Mais derrière cette trajectoire apparemment rêvée, Mylène ressent un décalage. Elle le dira sans détour. « Ce n'est pas moi qui ai choisi le cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi ». Cette phrase, énigmatique, résume le paradoxe de sa vie professionnelle. Elle aime jouer, incarner, se transformer, mais elle n'aime pas le système, la hiérarchie masculine, les diktats de l'apparence, les scénarios bâclés où elle est réduite à un rôle de potiche. Très vite, elle comprend que son physique est à la fois un passeport et une prison. Les années 60 lui offrent la célébrité, mais aussi la frustration. Elle rêve de rôles complexes, mais on lui propose des personnages de femmes frivoles, décoratives. Certains de ses choix cinématographiques, qu'elle acceptera par nécessité financière ou pour rester visible, la hanteront plus tard. Elle se bat pour exister autrement. Elle écrit, s'engage, prend la parole dans les médias, mais l'industrie ne lui fait pas toujours la place qu'elle mérite. Elle connaît des creux, des années moins fastes. Elle refuse pourtant de se plaindre. Cette ambivalence entre la reconnaissance publique et le sentiment d'aliénation intérieure marquera toute sa carrière. Derrière les sourires de tapis rouge, il y avait parfois une lassitude. Derrière les compliments, une solitude. Car Mylène de Mongeau était bien plus qu'un joli visage. Et elle savait, au fond d'elle, que le plus grand rôle qu'elle aurait à jouer ne serait pas devant une caméra, mais dans la vie réelle, celui d'une femme en quête de sa propre vérité. Si la carrière de Mylène de Mongeau fut jalonnée de lumières et de projecteurs, sa vie sentimentale, elle, fut un territoire plus discret, plus intime, parfois même tragique. Le grand amour de sa vie, celui qui marqua profondément son existence, fut Marc Simon, réalisateur et scénariste, fils du célèbre romancier Georges Simenon. Leur rencontre, dans les années 1960, fut d'abord artistique avant de devenir passionnelle. Il y avait chez eux une évidente complicité, une admiration mutuelle, une étincelle qui ne les quitta plus. Ils se marièrent en 1968, formant un couple à la fois glamour et intellectuel, souvent photographié dans les festivals, mais insaisissable pour les médias. Mylène trouvait en Marc un partenaire sensible, brillant, tourmenté aussi. Lui voyait en elle une femme solaire capable de l'arracher à ses démons. Pendant plus de 30 ans, ils vécurent une relation intense, faite de tendresse mais aussi de turbulence. Car Marc Simon luttait contre ses dépendances, l'alcool, les excès, les doutes. Mylène, fidèle, se battait à ses côtés, refusant de l'abandonner à ses dérives. Mais l'amour ne suffit pas toujours à sauver. Le 24 octobre 1999, Marc meurt brutalement à l'âge de 60 ans, à la suite d'une chute accidentelle survenue à leur domicile. Ce soir-là, il avait trop bu. Il est tombé, sa tête a heurté un meuble, et il ne s'est jamais relevé. Pour Mylène, ce fut un effondrement. Elle perdit non seulement un mari, mais un morceau d'elle-même. Elle vécut ce deuil dans un silence presque total, ne s'épanchant que bien plus tard dans ses écrits. Pendant des années, elle portera en elle la culpabilité de n'avoir pu le sauver. Elle racontera dans son autobiographie 30 ans d'amour fou, les années de combat, les espoirs, les rechutes, l'épuisement moral. Elle y révèle aussi cette question qui la hante encore. Aurait-elle pu faire plus ? Aurait-elle dû partir plus tôt ? La complexité des relations amoureuses, surtout quand elles sont traversées par l'addiction, s'exprime ici dans toute sa douleur nue. Ce drame personnel, enfoui sous le vernis de sa carrière, explique aussi son retrait partiel du cinéma au tournant des années 2000. Elle eut besoin de silence, de retraite, de solitude pour panser cette plaie ouverte. Et pourtant, à aucun moment, elle ne renia son amour. Jusqu'à la fin, elle parla de Marc comme l'homme de sa vie. Un homme blessé, mais profondément aimé. Une histoire tragique, mais infiniment humaine. Contrairement à certaines figures médiatiques qui font de leurs épreuves personnelles un tremplin pour s'exprimer dans l'espace public, Mylène de Mongeau a toujours choisi la discrétion. Ce n'est pas qu'elle fuyait les débats ou qu'elle minimisait la gravité de son vécu. Mais sa pudeur, presque générationnelle, l'amenait à considérer que certaines douleurs n'étaient pas des étendards, mais des cicatrices que l'on protège. C'est dans ce respect profond de l'intime qu'elle a forgé son engagement, silencieux mais entier. Après avoir révélé tardivement son agression dans l'enfance, Mylène n'a pas multiplié les plateaux de télévision ni les confessions lacrymales. Elle ne voulait pas transformer ce moment de vérité en spectacle. Elle a simplement fait entendre sa voix, puis s'est effacée avec élégance, laissant aux autres la liberté de l'entendre ou non. Ce geste profondément humain fut aussi politique. Dans une époque saturée de témoignages et de récits mis en scène, sa sobriété détonnait. Elle choisit de parler sans crier, de dénoncer sans accuser, de raconter sans se déchirer. Cela ne signifie pas qu'elle fut absente des combats, bien au contraire.
Dès les années 1980, elle s'engage discrètement auprès d'associations luttant contre les violences faites aux femmes, comme la Fondation Cell ou les structures d'aide aux victimes d'inceste. Elle participe à des collectes de fonds, prête son image à des campagnes de sensibilisation, répond présente dès qu'une cause lui paraît juste, mais toujours sans éclipser les autres, sans chercher à faire de son nom un slogan. Cette posture en a inspiré plus d'un. Dans les milieux militants, de nombreux sont ceux qui évoquent encore sa présence chaleureuse, ses mots simples, sa capacité à écouter sans juger. Elle n'a jamais donné de leçons. Elle apportait plutôt un exemple vivant de résilience. En refusant le rôle de victime médiatique, elle en a incarné un bien plus puissant, celui de la survivante silencieuse qui trace sa route avec dignité. Mylène de Mongeau avait compris qu'on pouvait contribuer à faire évoluer la société sans monopoliser l'attention. Elle avait fait de sa pudeur une forme de courage. Et son engagement, loin des tribunes, s'enracinait dans le réel. Aider, soutenir, donner la parole aux autres. Elle n'aura jamais crié sa douleur, elle l'a offerte comme un murmure qui, paradoxalement, résonne encore plus fort. La fin de vie de Mylène de Mongeau fut marquée par un nouveau défi, cette fois médical, un cancer de la vessie diagnostiqué au début des années 2020. À un âge où d'autres se retirent paisiblement de la vie publique, elle choisit, une fois encore, d'affronter la vérité sans filtre. Mais fidèle à elle-même, ce combat contre la maladie ne fut ni dramatisé ni enjolivé. Mylène adopta une posture rare, celle d'une femme âgée, malade, mais debout. Une femme qui ne cherche pas à cacher ses faiblesses, mais à les nommer pour mieux les apprivoiser. Dès l'annonce de sa maladie, elle s'ouvrit au public dans des termes sincères et directs. Elle parla de ses traitements, de la chimiothérapie, de la fatigue, de la peur qui étreint au réveil. Elle évoqua aussi avec tendresse les soignants, ces héros du quotidien qu'elle admirait. Elle n'hésita pas à poser devant les photographes sans perruque, le crâne dégarni, les traits tirés. Là encore, elle refusait le mensonge social qui veut que les femmes, surtout célèbres, doivent de rester belles à tout prix, même dans la souffrance. Ce refus de la dissimulation fit d'elle une icône involontaire du vieillissement assumé. Elle parlait sans détour de ses rides, de son corps affaibli, de sa mémoire parfois vacillante. Mais elle n'en faisait pas un drame. Au contraire, elle considérait la vieillesse comme une aventure intérieure, une reconquête de soi. Vieillir, c'est être encore là, malgré tout. C'est une victoire quotidienne, disait-elle. Et dans cette simple phrase, il y avait toute sa philosophie. Ce combat contre le cancer fut aussi pour elle un espace de réévaluation. Elle relut sa vie, ses choix, ses erreurs, ses bonheurs aussi. Elle s'autorisa à ralentir, à écrire, à se souvenir. Elle se réconcilia avec son corps et ses failles. Loin du tumulte médiatique, elle vécut ces derniers mois dans une sorte de sérénité lucide. Entourée d'amis fidèles, de quelques proches choisis, elle continua de lire, de rire, de militer. Jusqu'au bout, elle demeura fidèle à cette ligne de conduite qui fut la sienne, être honnête. Elle ne nia jamais la peur ni la douleur, mais elle les traversa avec une grâce désarmante. Et à ceux qui l'interrogeaient sur la mort, elle répondait avec ce mélange d'ironie et de sagesse qui la caractérisait « J'ai joué tant de rôles que je suis prête pour le dernier. Je veux juste qu'il soit vrai. » À mesure que les années avançaient et que la maladie lui rappelait la fragilité du temps, Mylène de Mongeau ressentit le besoin de transmettre. Non pas un testament au sens juridique, mais un legs spirituel, intime, personnel. Loin des confidences tapageuses ou des récits romancés, elle entreprit une sorte de travail de mémoire. Ce projet prit la forme de carnets, de lettres, de réflexions dispersées, écrites entre deux traitements, entre deux nuits, agitées par les souvenirs. Elle n'écrivait pas pour la postérité, mais pour dire, enfin, ce qu'elle avait toujours gardé en elle. Dans ses dernières prises de parole, que ce soit à travers des interviews ou des fragments de manuscrits retrouvés, elle évoquait son existence comme un long processus de réconciliation. Réconciliation avec son enfance brisée, avec son père absent, avec la violence qu'elle avait subie, avec les compromis de sa carrière, mais aussi et surtout avec elle-même. Elle n'avait plus peur du regard des autres. Elle avait compris, avec le temps, que la liberté ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Ce testament moral n'avait rien de dogmatique. Mylène ne prétendait donner de leçons à personne. Elle offrait simplement des clés, des instants de lucidité. Elle écrivait sur la beauté des petites choses, sur la lumière d'un matin, sur l'importance du silence, sur l'étrange paix que l'on peut trouver après des années de tumulte. Elle évoquait aussi, avec beaucoup d'émotion, les femmes croisées au fil de sa vie, ces anonymes ou connus qui, comme elle, avaient survécu en silence. Ce besoin de laisser une trace, discrète mais sincère, était aussi une manière de s'éloigner, de se détacher en douceur. Mylène ne voulait pas d'un adieu théâtral, elle préférait une sortie à son image, simple, digne, humaine. Son vœu le plus cher, tel qu'elle l'écrivit dans une note manuscrite retrouvée après sa mort, était que ces mots puissent un jour aider quelqu'un à se sentir un peu moins seul.
Ce testament de l'âme, pudique et lumineux, est aujourd'hui conservé par ses proches, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Il ne contient pas de révélations scandaleuses, ni de récits flamboyants. Il contient mieux la vérité nue d'une femme qui, toute sa vie, a cherché à être elle-même, malgré les rôles, malgré les blessures. Et dans ce dernier acte d'écriture, Mylène de Mongeau nous rappelle que même les douleurs les plus anciennes peuvent un jour devenir lumière. Lorsque l'on évoque l'héritage de Mylène de Mongeau, il serait réducteur de s'arrêter à sa filmographie. Certes, elle a marqué le cinéma français de sa présence élégante, de son jeu subtil et de sa longévité impressionnante. De Fantomas à Camping, elle traversa les époques avec une rare constance, alternant comédie, drame, théâtre et télévision. Mais ce que Mylène a légué dépasse largement l'écran. Son vrai héritage est d'abord humain, ancré dans une sincérité rare, une force douce, un refus de tricher avec soi-même. Mylène de Mongeau fut une actrice, mais surtout une femme en avance sur son temps. Dans un milieu souvent impitoyable pour les femmes, surtout en vieillissant, elle refusa de se laisser invisibiliser. Elle ne modifia ni son visage ni son discours. Elle vieillissait sous les yeux du public et l'assumait pleinement. Elle parlait de ses cheveux blancs, de sa mémoire qui flanchait parfois, de son corps fatigué. Et ce réalisme, loin de ternir son image, renforça le respect qu'elle inspirait. Elle montra que l'on peut être belle sans artifice, puissante sans arrogance, fragile sans honte. Son influence s'étend aussi à son engagement citoyen. Elle fut l'une des premières personnalités françaises à s'investir dans la cause animale avec ferveur. Pendant plus de 20 ans, elle milita contre les élevages intensifs, les expérimentations sur les animaux, la chasse à courre. Elle finança des refuges, intervint dans des campagnes de sensibilisation, dénonça les hypocrisies des discours politiques. Là encore, son action était discrète mais constante, fidèle à ses convictions. Elle ne cherchait pas les honneurs, elle agissait tout simplement. Auprès des jeunes générations, elle laisse également une empreinte forte. Nombreux sont les apprentis comédiens ou comédiennes qui citent Mylène comme modèle. Non pas pour ses rôles les plus célèbres, mais pour son attitude face à la vie, son honnêteté artistique, sa fidélité à elle-même. Dans les écoles de théâtre, on lit ses interviews, on analyse ses scènes, on admire sa faculté à incarner sans surjouer. Elle est devenue, presque malgré elle, une figure tutélaire du métier, humble, vraie, sans compromis. Enfin, dans la mémoire collective, Mylène incarne la possibilité d'un équilibre rare, celui d'une femme libre, blessée mais pas détruite, populaire sans jamais se compromettre, lumineuse sans jamais masquer ses zones d'ombre. C'est cela son héritage, une leçon de vie bien plus précieuse que n'importe quelle récompense ou rétrospective. Le 1er décembre 2022, Mylène de Mongeau s'éteint à l'âge de 87 ans. La nouvelle bouleverse ses admirateurs, les amoureux du cinéma français, mais aussi toutes celles et ceux qui, au fil des années, avaient appris à voir en elle bien plus qu'une actrice. Une confidente silencieuse, une voix de sagesse, une femme debout. Son départ laisse un vide, mais il n'est pas tragique. Il est apaisé, presque doux, comme si elle avait préparé le monde à cette absence avec la même délicatesse qu'elle avait toujours su incarner. Ces derniers mois furent à l'image de sa vie, lucide, courageux, rempli de gratitude. Elle ne cherchait pas à retenir le temps, ni à nier l'inévitable. Elle accueillait la fin comme une page qui se tourne, sans regret excessif mais non sans émotion. Jusqu'au bout, elle conserva son humour, son regard pétillant, sa voix légèrement râpeuse devenue familière. Elle prenait des nouvelles de ses amis, écrivait encore quelques lignes, parlait de ses souvenirs avec tendresse. À ceux qui l'interrogeaient sur la mort, elle répondait simplement « Je n'ai pas peur, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai compris. Que demander de plus ?» Cette phrase, confiée un jour à un journaliste, résume toute sa philosophie. Elle n'aura pas cherché à tout contrôler, à tout expliquer, elle aura seulement essayé d'être sincère, et c'est cela, au fond, qui l'a rendue si précieuse dans le cœur des Français. Le dernier sourire qu'elle laisse derrière elle n'est pas celui d'une actrice posant pour une affiche, mais celui d'une femme qui a traversé la vie avec courage. Ce sourire-là, invisible, est resté gravé dans les mémoires, car il porte en lui toutes ses batailles, contre la douleur, contre le silence, contre le mensonge. Il dit « J'ai tenu bon », et ce simple fait, avoir tenu, sans jamais cesser d'aimer, est en soi un acte de résistance. Aujourd'hui, plus que jamais, son témoignage résonne. Dans une époque où tout se dit, se montre, s'expose, elle a prouvé qu'il existe une autre voie, celle de la dignité, du murmure qui touche plus que le cri, de la vérité qui ne cherche pas à s'imposer. Mylène de Mongeau est partie sans bruit, mais avec une force immense. Et dans cette discrétion, elle a laissé un message. Parfois, la lumière vient de celles qui ont traversé l'obscurité en silence, et qui ont osé, enfin, la nommer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le parcours bouleversant de Mylène de Mongeau vous a touché, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains portraits. Vos commentaires sont précieux.
Dites-nous ce que vous retenez de cette grande dame du cinéma, de ses combats et de son courage silencieux. Chaque semaine, nous explorons ensemble des histoires humaines, profondes, parfois oubliées, mais toujours inspirantes. Activez la cloche pour rester informé de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de la vérité derrière les icônes.